La guerre en Ukraine a des répercussions aussi dans l'espace. Oui, la nuit dernière, un vote important a eu lieu à l'ONU. Les États-Unis et le Japon demandaient l'interdiction d'envoyer des armes nucléaires dans l'espace. Mais les Russes ont apposé leur veto. Écoutez. Nous commençons à peine à comprendre les ramifications catastrophiques d'une explosion nucléaire dans l'espace. Comment elle pourrait détruire des milliers de satellites exploités par des pays et des entreprises du monde. Il ne fait aucun doute que la mise en orbite d'une arme nucléaire serait sans précédent, inacceptable et profondément dangereuse. Aujourd'hui, notre Conseil est une fois de plus impliqué dans une salle de spectacle préparée par les États-Unis et le Japon. Il s'agit d'un stratagème cynique. Nous sommes dupés. À première vue, cela semble inoffensif. Cela semble positif. Pourtant, derrière ces feuilles de vigne se cache un plan astucieux concocté par nos collègues occidentaux. Alors cela veut-il dire pour autant qu'un jour, bientôt, il y aura des armes nucléaires qui tournent au-dessus de nos têtes ? Alors, les Américains pensent que ça soit possible. Cela dit, le renseignement américain est assez divisé sur la question. C'est-à-dire qu'ils ont observé un test nucléaire début 2022. Ils ont alerté leurs homologues. Oui, tout à fait. Alors, ils ont déterminé que c'était une ogive à destination de l'espace. C'est-à-dire que ça s'est fait en 2 temps. Ils ont repéré un essai nucléaire et ensuite, effectivement, le renseignement a dit qu'ils sont en train de tester la mise en orbite d'une arme nucléaire. Donc, ils ont prévenu leurs homologues occidentaux. Ils ont surtout prévenu, et ça c'est très intéressant, les Indiens et les Chinois. Pourquoi ? Parce que la théorie d'une partie du renseignement américain, encore une fois, il n'y a pas consensus là-dessus, c'est que les Russes, en fait, seraient intéressés par l'utilisation d'une arme, entre guillemets, extra-atmosphérique pour, en fait, de manière nucléaire, effacer une partie, en fait, de l'occupation satellitaire de la bande spatiale qui couvrirait avec leurs armes, quitte à sacrifier leurs propres satellites. Mais vous imaginez bien que tout ce qui est Starlink, télécommunications, etc., se retrouverait très sévèrement endommagé. L'avantage, c'est que vous êtes sous le seuil de la létalité, vous n'êtes pas en train de tuer des dizaines, des centaines de milliers de personnes, vous faites des dégâts absolument colossaux, et ça a, puisque c'est nucléaire, un caractère particulièrement effrayant. Ça, c'est un scénario. Les Russes disent, attendez, nous, on a signé le traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique, on n'a absolument aucunement l'intention de faire cela. Les Américains instrumentalisent, encore une fois, fabriquent, disent les Russes, de toutes pièces cette histoire pour monter la communauté internationale contre nous, pour soutirer davantage d'argent aux contribuables américains et faire passer ça par le Congrès. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que Anthony Blinken est en Chine en ce moment même. Est-ce que ça fait l'objet de discussions ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets entre Anthony Blinken et ses hôtes chinois en ce moment. Mais c'est une illustration supplémentaire, et c'est pas la première fois qu'on entend parler de nucléaire et d'espace. C'était déjà le cas il y a plusieurs mois, puisque je crois que c'était le patron de la commission sur le renseignement qui disait, qui suite à des informations classifiées auxquelles il avait eu accès, avait choisi justement de les faire fuiter, de les rendre publiques afin qu'il y ait une réaction. La presse s'en était emparée. Ça avait fait l'objet de spéculations complètement folles. Il y avait eu beaucoup de déconstruction du mythe justement à faire. Mais toujours est-il que voilà, c'est suffisamment crédible de la point de vue de la partie américaine pour soumettre cela et demander que les plus hautes instances s'en saisissent. Parce que c'est vrai, Samantha, que depuis plusieurs décennies, il y a une sorte de consensus sur la sanctuarisation pacifique de l'espace, mais ce consensus, il est fragile, surtout en ce moment. Oui, il est fragile comme l'est le consensus sur tout le socle sur lequel était bâti le désarmement et la dissuasion nucléaire, y compris les traités sur les essais nucléaires. Les Russes qui disent finalement, bon, on s'en retire, mais on ne fera pas d'essais nucléaires si les Américains n'en font pas. Ce qui est intéressant hier à l'ONU, c'est que d'un côté, les Américains, il y a eu un échange
qui aurait pu être drôle si ce n'était pas si grave entre les Américains et les Russes. Les Américains qui disaient, mais finalement, si vous mettez votre veto, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Les Russes qui disent, oui, mais vous avez refusé de mettre au vote une résolution qui devait passer avant ça, qui permettait le développement de toute arme dans l'espace. Donc c'est vous qui cachez quelque chose. Donc on se serait presque cru dans une cour d'école si le sujet n'était pas aussi grave. Après, même les Américains entre eux semblent se contredire, comme Gallagher l'a dit, le renseignement américain est partagé là-dessus. John Kirby à la Maison-Blanche a dit « Nous ne pensons pas que les Russes ont cette capacité aujourd'hui », donc ça reste très flou. Est-ce que c'est un flou délibéré parce que les Américains ne veulent pas avouer qu'ils savent certaines choses pour ne pas mettre en danger soit une source de renseignement, soit pour garder cette espèce de flou stratégique, ou alors de continuer à pointer du doigt la Russie. Il y a tout un jeu diplomatique qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Mais si on réfléchit un petit peu à l'histoire de la conquête de l'espace, ça semble un peu inévitable qu'un jour ce soit un lieu de conflit. On voit ça dans les confins de notre planète, comme l'Arctique ou l'Antarctique deviennent des régions de tension, les mers, maintenant l'espace. Après, la question que je me pose, et sans doute que d'autres se la posent aussi, c'est que si on devait complètement anéantir les satellites ou neutraliser les satellites qui existent, les satellites occidentaux, eh bien les satellites russes seraient sans doute endommagés aussi. Est-ce que les Russes sont en train de développer une capacité à maintenir leur seuil de communication à un niveau fonctionnel sans passer par des satellites ou avec des satellites à une autre altitude? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'espace étant universel, si c'est le mot à utiliser, ça me semblerait difficile d'avoir une guerre spatiale sans que toute la Terre ne soit affectée. Colonel Goya, je vous vois réagir depuis tout à l'heure. Depuis longtemps, pardon ? Oui, non, mais depuis un moment, depuis longtemps, dans les esprits, dans les armées, on se prépare à un scénario du nucléaire dans l'espace. On le prend extrêmement au sérieux. Mais est-ce qu'on le prenait au sérieux en se disant, bon, on a quand même tous les moyens pour en conserver un sanctuaire, etc. Et finalement, êtes-vous surpris de voir que tout ça explose en vol? Mais le problème, c'est que ça a déjà été fait. Dans les années 60, l'espace a été nucléarisé de deux manières. Les soviétiques ont mis au point des têtes nucléaires qui pouvaient être mises en orbite. Donc, ils avaient des fusées au sol avec des têtes nucléaires et à tout moment, ils pouvaient les lancer dans l'espace. Ça se mettait en orbite et ils la faisaient tomber à peu près quand ils voulaient. Ça leur permettait de faire face aux défenses antimissiles américaines, dans ce qu'on appelait les systèmes FOBS. Donc ils ont eu plusieurs dizaines de projectiles comme ça qui étaient prêts à être utilisés depuis l'espace. Puis ils ont démantelé ce système. Et puis la deuxième manière, c'était par les Américains qui ont procédé à des explosions nucléaires dans l'espace. Il faut quand même le rappeler, c'était les expériences Starfish. Et on s'est rendu compte à cette occasion de l'effet que ça pouvait provoquer. Il faut bien comprendre, une arme nucléaire qui explose dans l'espace, ça ne fait pas du tout le même effet qu'au sol. Au sol, c'est un effet de souffle. Dans l'espace, il y a du vide, donc il n'y a pas de souffle. Donc en fait, c'est relativement peu efficace une arme nucléaire dans l'espace, sauf en provoquant une énorme décharge et une impulsion électromagnétique qui va griller. C'est ce qui a été fait dans les années 60 par les premières expériences américaines, les Américains ont grillé leurs propres satellites. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais la moitié des satellites un quart des satellites qui étaient dans l'espace, et la plupart étaient américains, ont été grillés à cette occasion. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait griller aussi tous les systèmes électroniques au sol. Au sol, c'est ça en fait la vraie menace de l'espace. C'est que si vous avez une arme nucléaire de plusieurs mégatonnes qui explose en dehors de l'atmosphère, tout s'éteint ici et tout, donc tout s'arrête électroniquement. Vous ne tuez pas directement les gens, mais vous paralysez toute une région. C'est la raison pour laquelle nous, Français, on envisage dans ce qu'on appelle l'ultime avertissement nucléaire avant de lancer des choses vraiment directement sur le territoire, de faire ça, de lancer une arme nucléaire dans l'espace, au-dessus de la Russie ou truc comme ça, pour griller tout et pour dire, bon voilà, ça c'est le dernier stade, avant de frapper directement des objectifs au sol. Donc ça a été fait, et c'est depuis cette époque aussi que, effectivement, à la suite de ces expériences, qu'en 1967, on a dit, bon, on va arrêter, on rentre dans la fin des années 60 dans une phase de dénucléarisation, où on tente de maîtriser un peu tout ça, toute cette folie qui s'était emparée des Russes et des Américains dans l'expérience de toutes les armes nucléaires, jusqu'à créer du côté soviétique des bombes de plus de 60 mégatonnes, la Tsar Bomba, qui a fait
qui avait failli trouver, enfin, qui aurait pu avoir des conséquences considérables. Donc on maîtrise le truc de la même façon qu'on maîtrise un peu tous les autres arsenaux militaires. Et effectivement, comme disait Samantha, le problème que l'on a, c'est qu'on détricote petit à petit tous ces arrangements, toute cette maîtrise des armements nucléaires. Il n'y a plus aucun accord de maîtrise du nucléaire actuellement qui tienne debout. Et donc celui-là peut aussi effectivement être mis en danger.